Le projet de loi du statut général des agents de l'État guinéen présenté par le ministère de la fonction publique a été adopté ce vendredi à l'hémicycle. Ce document vient ainsi corriger de nombreuses failles au sein de l'administration et favorise des allocations familiales. Après la présentation du top 20 des promoteurs du troisième mandat, le FNDC passe à la vitesse supérieure. Il a, au cours d'une plénière ce vendredi, décliné son artillerie contre les biens mal acquis des promoteurs d'un mandat à vie pour Alpha Condé, et comme une réponse du berger à la bergère, Cellou Dalein Diallo, Sidia Touré, Maître Abdoul Kabele Camara et leurs alliés ont répondu à la dernière réplique du RPG Arc-en-Ciel. Violemment tabassé lors d'une manifestation estudiantine la semaine dernière sur le campus de l'Université de l'Abbé, l'autopsie de l'étudiant Amadou Boukari Baldé a été officiellement présentée ce vendredi à la Maison de la Presse. Vous serez situé sur les causes de sa mort dans un instant. Bonsoir à tous et bienvenue. L'Assemblée nationale vient d'adopter à l'unanimité le projet de loi relatif au statut des agents de l'État porté par le ministère de la fonction publique. Cette loi vise à corriger les nombreuses lacunes que comporte l'administration guinéenne. Ce projet contient plusieurs nouveautés. Il instaure notamment les allocations familiales aux femmes. Mamadou Lamine Bari. Au nom du groupe RPG Arc-en-Ciel, le groupe majoritaire à l'Assemblée, je vous invite tous à voter favorablement en faveur de ce projet de loi. Les 63 députés présents à l'hémicycle ce vendredi ont voté à l'unanimité le projet de loi portant statut général des agents de l'État. Un texte qui vise à corriger de nombreuses anomalies qui plombent le bon fonctionnement de l'administration guinéenne. Le diagnostic et l'état des lieux en 2015 ont relevé de nombreux dysfonctionnements dans le cadre de la gestion des ressources humaines. Ces dysfonctionnements compromettaient l'accomplissement de sa mission au service d'une administration capable d'impulser le développement et de fournir des services de qualité aux populations. Ce projet de loi de 224 articles adopté par le Parlement contient beaucoup d'innovations. Le texte prévoit notamment des allocations familiales aux femmes et la création d'une fonction publique locale. Le projet de loi offre la possibilité d'adopter des mesures positives par voie réglementaire pour la promotion de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans l'emploi public. Parmi ces mesures positives, on peut citer les allocations familiales désormais accordées aux femmes, ce qui n'existait pas dans l'ancienne loi. Les mesures incitatives pour tous les fonctionnaires, les congés de veuvage pour tous les travailleurs, femmes et hommes, la création d'une fonction publique locale est en étude, la rédaction d'un code de conduite de l'agent en projet. Ce député dit pourquoi il a voté cette loi. On apprécie la loi, le contenu quand même, parce que là, le fonctionnaire guinéen se trouve dans une situation catastrophique, désastreuse. Donc il faut voter cette loi-là pour que vraiment les agents de l'État aient un statut particulier. Voilà, pour qu'ils soient bien rémunérés. Bien qu'il ait réservé un vote favorable à ce texte, le groupe libéral-démocrate a profité pour faire le procès de la fonction publique guinéenne. Notre groupe parlementaire reste préoccupé en ce qui concerne le respect par les agents de l'État des principes de la neutralité et de la transparence au sein de notre administration. C'est l'occasion pour nous de dénoncer le dysfonctionnement, la discrimination fondée sur les considérations politiques dans le processus de recrutement, d'intégration et de promotion des fonctionnaires de l'État. Cette situation qui porte grandement préjudice à l'efficacité de notre administration mérite d'être corrigée, il faut le corriger. Sur ce point, le ministre de la fonction publique a dit que la politisation de l'administration n'est pas propre à la Guinée. Cependant, il n'a annoncé aucune mesure pour y pallier. Comme annoncé en titre, le Front national pour la défense de la Constitution poursuit ses séries de déclarations. Ce vendredi, les membres de ce front se sont réunis à leur siège à Kipé pour répondre au communiqué du RPG Arc-en-Ciel diffusé à la RTG et sur la page officielle du ministère de l'Information. Dans ce communiqué, certains membres du FNDC
disent être menacés de poursuites judiciaires. Ces défenseurs de la Constitution réitèrent leur engagement à mener la lutte contre toute modification constitutionnelle. Mamadou Diallo. Le Front national pour la défense de la Constitution ne tarit pas de déclaration contre le troisième mandat pour l'actuel président guinéen. Lors de leur 12e acte de déclaration ce vendredi, ils ont fulminé contre les rédacteurs du communiqué en réaction à la publication des noms des promoteurs du projet de nouvelle Constitution. Les rédacteurs du dit communiqué ont préféré se retrancher derrière le nom de mouvance, comme s'ils redoutaient les conséquences prochaines de leur forfaiture. Aucune manœuvre dilatoire ne saurait détourner le FNDC des objectifs fixés au service de la défense des intérêts du peuple, au moment où une infime minorité promeut par tous les moyens, notamment illégaux, la défense de leurs intérêts personnels. Le rôle propagandiste de la RTG dans la promotion du troisième mandat, selon les propres termes des membres de ce front, ne passe pas inaperçu. Cela étant en rapport avec la publication sur les ondes de ce média d'État, le communiqué du RPG Arc-en-Ciel en réponse à la publication par le FNDC de la liste qu'il qualifie de cerveau du coup d'État constitutionnel en planification. Le Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, prend acte de l'évolution du rôle de la RTG vers la croisade de propagande qu'elle mène actuellement au service du troisième mandat en violation des obligations élémentaires de neutralité rattachées au service public. Au démembrement de ce front à l'intérieur du pays et dans les pays étrangers, leurs collègues leur lancent un appel en vue de contribuer à dénicher ce qu'ils qualifient d'apatrides. Notamment au Sénégal, en France, en Belgique, au Maroc, aux États-Unis, au Canada, à entamer sans délai la recherche et la communication d'informations sur les biens mal acquis appartenant à toute personne se rendant complice de la forfaiture en cours. Ces défenseurs de la Constitution disent être fidèles à leur démarche et promettent qu'aucun complice de coup d'État constitutionnel n'échappera à leurs actes. Ils affirment par ailleurs que la publication des photos des ennemis de la Guinée se poursuivra pour que la responsabilité de chacun soit située en temps réel. Restons toujours dans le même sillage. Les leaders politiques membres de ce front ont fustigé le comportement de certains cadres qu'ils qualifient de véreux. Suivez-les dans ce reportage de Mamadou Diallo rendu par Onfali Guilavogui. Le projet de troisième mandat pour le président Alpha Condé est désormais un secret de polichinelle. Pour Dr Ousmane Kaba, la ville de Kankan constitue la cible des apologistes de la nouvelle constitution qui distribue de façon irrationnelle les ressources du pays. C'est Kankan qui a aujourd'hui visé avec un clan mafieux qui est en train de distribuer beaucoup de milliards pour tromper les braves populations dans une ville où il n'y a ni eau, ni électricité, il n'y a pas de route. Tout le monde est au chômage. Pendant ce temps, on va passer le temps à distribuer l'argent volé. C'est pour ça que nous faisons appel à l'ensemble de la jeunesse, à tous les Guinéens patriotes, pour ne pas que nous continuions dans cette misère morale, spirituelle et matérielle. Après la démission du ministre de la Justice, Maître Cheikh Sako, c'est le député Sekou Bena Kamara qui vient d'exprimer sa désolidarisation au projet de troisième mandat. Cette autre défection au rang de la mouvance présidentielle réjouit Sidya Touré. Le député Sekou Bena Kamara également vient de se dissocier totalement de ce projet funeste qui veut mener notre pays vraiment vers, disons, une situation dramatique que nous souhaitons éviter. Donc, je devais revenir pour parler de l'acte posé par Cheikh Sako parce que c'est quelque chose qui a largement affaibli la position du gouvernement, notamment à l'extérieur. Partout où vous allez, on vous demande, mais attendez, le ministre de la Justice, ministre d'État, garde des Sceaux a démissionné. Ça veut dire qu'il y a un problème en Guinée. Le président du RGD, lui, qualifie de bateau le projet de nouvelle constitution au sein duquel se sont embarqués des passagers clandestins. Cadres, personnalités de tout genre embarqués dans le bateau de la nouvelle constitution, bateau dirigé par la mouvance présidentielle et à sa tête
le chef de l'État actuel. Je dirais que ceux-là qui se sont embarqués sur ce bateau sont des passagers clandestins. Monsieur le Président, il faut les débarquer à l'encablure du rivage parce qu'ils veulent vous conduire vers un destin regrettable. Parce qu'ils ne connaissent que leur intérêt. Au-delà de ces déclarations répétées, quelles seront les actions concrètes que vont engager les membres du Front National pour la défense de la Constitution pour faire échouer ce projet en perspective? La question reste pour l'heure posée. Autre facette de l'actualité, ils sont plus de 4000 militaires retraités en 2010 sans aucune mesure d'accompagnement. Ces derniers étaient censés bénéficier d'un geste des institutions internationales, une manière de les accompagner après 30 ans de service rendu au pays et au monde. Selon ces retraités, ils n'ont reçu aucune somme de cette aide financière de l'Union européenne et des États-Unis. Suivez le cri de cœur dans ce reportage signé Ali Badara Kamara. C'est en 2010 que plus de 4000 militaires ont été mis à la retraite, après 30 ans de service rendu à la nation guinéenne. Et plusieurs années à la maison, ces retraités passent un véritable calvaire. Au dire de ces militaires retraités, l'Union européenne les a offert une enveloppe de 10 millions d'euros, les États-Unis également 8 millions de dollars. Mais hélas, les cadeaux ne sont pas arrivés à destination. C'est 4200 personnes. Et nous nous ont retraités, les 4200 personnes. Pour ça, l'Union européenne nous a envoyé 10 millions d'euros et les Américains 8 millions de dollars pour notre mesure d'accompagnement. Et l'argent a été donné à Sekouba Konaté. Ces retraités traversent les moments difficiles et gardent encore de nombreux souvenirs dans leur combat pour la défense de la nation. Nous sommes des militaires qui ont travaillé pour cette nation. On a fait Angola. Moi, j'étais victime de guerre en Angola. J'ai perdu mon pied là. C'est Dieu avec les risques qui m'ont soigné. Je reviens, on me désigne encore pour Guinée-Bissau. Je reviens encore, on me désigne pour Libéria. Je suis à Libéria, on me prend là-bas pour la Sierra Leone. Je suis un commandant d'opérationnel militaire. L'argent là, Kabele connaît, Rabiatou Sera et Sekouba Konaté aussi. Donc nous prions qu'ils nous aident. Nous avons beaucoup souffert parce que moi personnellement, j'ai des problèmes de loyer. Plus loin, il formule une doléance auprès de l'État. Je appelle à l'autorité de nous régler notre argent. S'ils ne règlent pas notre argent, nous sommes 4020 personnes. Les 4020 personnes ont des enfants, ont des femmes, ce qui fait 8000 personnes. Les 8000 personnes et ceux qui sont retraités avant nous, par ce que l'ancien a compté, font 1 million et quelques de personnes. Ces représentants des militaires retraités de 2010 saisissent l'occasion pour lancer un appel à tous les retraités de se retrouver à la bourse de travail très prochainement. Et puis, la manifestation des femmes de Fria pour le départ de leur préfet a été suspendue la nuit dernière. Cela fait suite à l'implication des fils et ressortissants de cette localité, des sages et des autorités religieuses de la région de Boké. Alassane Mayeni Kamara est notre envoyé spécial. Regardez. Après 2 jours de manifestation, les femmes de Fria qui demandaient mordicus le départ de leur préfet Hadianya Linkonde ont fini par jeter l'éponge ce jeudi, dans l'espoir que le président de la République trouvera une issue favorable à leurs revendications. Un compromis trouvé grâce à l'implication personnelle du fils ressortissant Aboubakar Marissa Kamara, qui a conduit une forte délégation composée des autorités communales, des sages de la localité et celle des affaires religieuses de la région administrative de Boké. Très heureusement, les notabilités de Fria se sont mis à notre disposition, les chefs de quartier, les imams de la commune urbaine, ainsi que le Sotikemo et son groupe, ainsi le grand appui de monsieur le directeur national des impôts, Aboubakar Marissa Kamara. Vraiment, sa contribution a été de taille. Les femmes de Fria l'ont écouté et ils ont suivi le message que nous leur avons demandé. Au finish, ils ont dit qu'ils sont derrière la décision du chef de l'État. Ils vont abandonner les locaux administratifs, chacun va rejoindre son domicile.
pour attendre la décision finale du chef de l'État. Après plus de 2 heures d'échange entre les médiateurs et les manifestantes, ces femmes ont accepté de suspendre leur manifestation, comme le confirme leur porte-parole. Après les négociations, on n'a pas accepté, mais on a laissé à cause d'Abakar Marissa Kamara. Pour l'instant, derrière professeur Alpha Condé. Ce vendredi, l'administration et toutes les activités économiques et sociales ont repris leur cours normal. Une question à présent dans ce journal, la mort d'Amadou Boukari Baldé est-elle naturelle? Les parents de cet étudiant décédé le 31 mai dernier apportent une réponse à cette grosse interrogation qui brûlait jusqu'ici les lèvres de certains Guinéens. Ce vendredi, ils ont animé une conférence de presse à la Maison commune des journalistes, une conférence au cours de laquelle ils ont présenté un rapport d'autopsie. Selon les conférenciers, ce rapport conclut que ce jeune étudiant a bel et bien été tué. Plus de précisions avec Aminata Massiré Bangora. Une semaine après la mort de l'étudiant Amadou Boukari Baldé, ses parents sont toujours inconsolables. Inquiète des circonstances de ce décès, la famille du jeune étudiant a tenu à faire une lumière sur cette affaire. C'est pourquoi elle a demandé une autopsie dont le rapport prouve, selon les concernés, qu'Amadou Boukari Baldé a bel et bien reçu de violents coups jusqu'à ce que mort s'en ait suivi. Le rapport d'autopsie dont il est question aujourd'hui est formel. Il a été tué par objet contondant. Il a reçu plusieurs coups à plusieurs niveaux. Il a essayé de se protéger par ses mains et il n'a pas été évacué à temps. L'autopsie a mis en évidence un traumatisme crânio-encéphalique et facial associant un hématome fronto-temporal droite, une hémorragie sous-conjonctivale bulbaire droite et autoragie gauche, une infiltration hémorragique de la face interne de la région fronto-temporale gauche et frontale droite, une plaie hémorragique circulaire au niveau du poignet, une ecchymose au niveau du scrotum. Ces lésions ont été provoquées par des objets contondants donnés à 3 endroits différents. Le traumatisme temporal a entraîné une hémorragie méningée avec formation d'un hématome extradural d'installation progressive et responsable de la mort par engagement bulbaire et arrêt respiratoire. Désemparé, le père de la victime s'exprime en ces termes. Je l'ai envoyé là-bas dans l'espoir qu'il aurait terminé ses études supérieures, qu'il aurait eu son diplôme et qu'il me serait revenu. Malheureusement, on m'a ramené la fois dernière ses bagages et autre chose qu'on peut ramener, et le corps. Donc je prie Dieu qu'il épargne une telle mésaventure à toutes nos familles, quel que soit là où ils se trouveront. Vous êtes là, vous avez tous fréquenté l'université comme moi. Vous et moi, vous et nous, aujourd'hui ce qui nous revient c'est de nous battre pour que nos universités ne soient pas transformées en des boucheries. Parce qu'il faut qu'on envoie nos enfants à l'université. Donc, examinons toutes les possibilités qui s'offrent à nous pour qu'une telle attitude ne se reproduise plus. La famille d'Amadou Boukari Baldé se dit dépassée par le comportement indélicat des autorités sanitaires. Les médecins se sont montrés vraiment inhumains. On a appelé, puisqu'on est à Conakry, la famille a appris la mauvaise nouvelle, a appelé des contacts pour venir à l'hôpital aider. Et les médecins ont exigé qu'on paye leurs prestations avant de délivrer l'ordonnance. La femme ou des femmes qui ont été appelées par la famille pour venir aider ont plaidé que les médecins veuillent bien leur donner les ordonnances, qu'elles aillent les femmes là acheter les médicaments, qu'on accompagne, qu'on aide d'abord le malade. Une femme a même commenté: il ne peut pas sortir, on ne peut pas fuir. Permettez qu'on ait l'ordonnance pour acheter le médicament. Ils n'ont pas accepté, ils ont exigé qu'on paye d'abord leurs prestations. En plus de dénoncer également le comportement des responsables de l'université de l'Abbé qui ont été sourdes aux plaidoiries des étudiants qui tentaient de sauver leurs camarades, les parents de la victime demandent l'information
selon laquelle le gouverneur de l'Abbé aurait demandé une assistance pour sauver la vie de cet étudiant. Ils exigent donc que justice soit rendue. Cap sur l'intérieur du pays, la mutuelle communautaire de croissance MCD en phase de faillite. Les clients et certains gestionnaires pointent le conseil d'administration pour sa mauvaise gestion. Cette institution de microfinance est donc confrontée à un véritable blocus en termes de prêts. Mamadi Mara est notre correspondant basé à Kindia. Cette mutuelle communautaire de croissance, communément appelée la MCD, ne parvient plus aujourd'hui à accorder de nouveaux prêts à la communauté. Cette institution de microfinance est confrontée à un véritable blocus en termes de prêts. Les membres du conseil d'administration de la dite institution sont pointés du doigt par les clients et certains gestionnaires de malversation. Certains ont déjà bénéficié des prêts au niveau de l'institution pour leurs projets agricoles, mais ces derniers temps, d'autres clients souffrent encore. Face à ce problème, la présidente du CA, Fatoumata Sissé, revient sur la procédure de décaissement. Et pourquoi ce blocus? C'est parce qu'il y a eu un changement au niveau de la banque d'appui. La façon d'octroyer l'argent avant et aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Ils ont changé beaucoup de procédures. Maintenant, on était en train de nous mettre à jour par rapport à ça. Parce que le premier décaissement, c'était 300 millions qu'on nous a donné. Après 250 millions, après 145 millions. Mais cette fois-ci, ils ont changé la procédure. Donc, c'est ce qui a fait ce blocus-là jusqu'à présent. Aujourd'hui, nombreux clients sont aussi victimes de ce blocus. Selon une autre source très proche de l'institution, ce dysfonctionnement est lié à un problème d'ego, un problème créé par un certain membre du CA qui ont recruté un autre directeur pour remplacer l'ancien afin que ce dernier ne puisse plus justifier leur gestion, chose que Fatoumata Sissé rejette. Le problème c'est quoi? Dans l'institution, il y a l'unimanager, il y a le comptable, il y a la réception, plus les caissières, une première caissière, une deuxième caissière. Maintenant, l'unimanager qu'on a eu à recruter ici, donc comme l'argent a retardé, le gars a démissionné avant d'aller. On a écrit à Finlande. Maintenant, quand on a reçu l'argent maintenant, il était question maintenant de remplacer. Parce que c'est le comptable qui faisait le cumul de fonctions. Maintenant, quand on a parlé, la direction a dit d'ordonner de faire un recrutement sur l'unimanager. Parce que le poste là ne doit pas être vacant. En 2 ans, il faisait le cumul de fonctions. Mais ce n'était pas prévu dans le statut et le règlement intérieur de la MCD. Il y a un chantage. Pour l'heure, la MCD de Kindia semble en faillite et ses portes sont pour le moment fermées. Ouvrons le volet santé à présent. Le 7 juin de chaque année est célébrée Journée internationale de l'hypertension artérielle. En Guinée, les médecins ont commémoré cette journée en différé à travers une conférence de presse pour mieux expliquer la thématique axée sur l'hypertension artérielle. La cérémonie a connu la présence de la maire de Kaloum, du personnel médical et de plusieurs autres invités. Samuel Tiara Bendia, Lansana Kamara, explication. Le problème de l'hypertension est de nos jours un problème de santé publique. C'est pourquoi l'ONG Jeunes médecins et infirmiers de la cardiologie a organisé une séance pour sensibiliser les jeunes médecins et la population sur les préventions de l'hypertension artérielle. En fait, de définir les problématiques liées à la prise en charge de l'hypertension artérielle dans notre pays. Et vous avez vu que c'est un problème de santé publique, donc il faudrait qu'on en débatte et que le débat doit se focaliser autour de la sensibilisation. Il faut que la population soit de plus en plus sensibilisée pour la prise en charge et que le personnel de santé qui ont conféré avec nous devrait au moins être sensibilisés pour la façon dont ils doivent traiter les patients qui viennent dans les services de ces patients qui sont hypertendus. Mais quelle est l'importance de la célébration de cette journée internationale? Quelle est l'importance de la célébration de cette journée? Cette journée, nous profitons de cette occasion pour rappeler à la population guinéenne que les maladies cardiovasculaires sont présentes dans nos milieux. Jusque-là, dans les dernières années,
le vieux continent africain était beaucoup plus accentué sur les maladies tropicales. Mais avec l'urbanisme, le développement de l'urbanisme, et c'est un changement du style alimentaire, comportemental, nous avons constaté quoi? Cette transition épidémiologique. Nous sommes en train de quitter des maladies tropicales et infectieuses vers maintenant les maladies cardiovasculaires. Ces maladies cardiovasculaires représentent de nos jours la première cause de mortalité dans le monde. Et quel est son but visé? L'objectif final, c'est d'aller vers les populations, c'est d'aller en stratégie avancée vers les populations, dans les quartiers, pour mieux informer aujourd'hui la population guinéenne sur ce que c'est que les maladies cardiovasculaires, parce que vous avez entendu beaucoup de choses dans cette salle. Aujourd'hui, ces maladies touchent tout le monde, à tous les âges et tous les sexes. Il n'y a pas de discrimination. Les autorités, pour leur part, sont convaincues de la portée de cette initiative et s'engagent à emboîter le pas des initiateurs. Nous sommes convaincus que la sensibilisation est un volet très important parce qu'avant d'arriver au traitement, il faut d'abord sensibiliser, il ne faut pas être malade. Donc pour cela, c'est une forte sensibilisation et nous nous sommes engagés d'organiser une tournée dans tous les quartiers de Kaloum avec les médecins pour sensibiliser les populations. Pour rappel, la journée internationale de l'hypertension artérielle a été décrétée en 2005 par la Ligue mondiale de l'hypertension artérielle. L'objectif vise à rapprocher les médecins de la population afin de les sensibiliser aux risques liés à la prise en charge. Précisons que de nos jours, l'hypertension artérielle touche toutes les nations du monde. Mais comment lutter contre cette maladie? La sensibilisation doit passer par la lutte contre les facteurs de risque modifiables. C'est du moins l'avis d'un spécialiste en la matière suivi. À l'hôpital Ignace Dine ici, sur 100 décès d'adultes, 30 proviennent de l'hypertension et des accidents vasculaires cérébraux. Cela veut dire que le tiers des décès de l'adulte, selon les monitorages ici, c'est l'hypertension artérielle. Donc notre devoir, c'est de tout faire pour lutter contre cette affection-là. Et cette affection, elle est très fréquente chez nous. Pourquoi? Parce que nous ne respectons pas les règles d'hygiène nécessaires. 1. Le stress. Les Guinéens sont trop stressés. Et le stress déséquilibre ce qu'on appelle techniquement chez nous le système neurovégétatif qui contrôle la régulation de la pression artérielle. Et comme on est toujours stressé, la pression monte. Deuxièmement, c'est notre consommation de sel. Toutes les études ont montré que l'organisme humain ne supporte qu'1 gramme de sel. Nous en consommons 12 grammes. Sel de cuisine, maggi, etc. C'est un facteur important. Nous avons l'alcool. L'alcool, non seulement élève la pression, mais l'alcool est responsable de ce qu'on appelle les hémorragies cérébrales. Il faut consulter cardiologue, généraliste, neurologue, les médecins, pour connaître sa tension. Réduire la consommation de sel. Réduire la pression sur le poids. L'indice de masse corporelle, le poids. Éviter la graisse, parce que la graisse bouche les artères. C'est le corollaire de l'hypertension artérielle. Le tabac augmente le risque d'accident vasculaire. Faire le sport pour éviter la sédentarité qui augmente le risque d'accident vasculaire. Il faut aussi dire que la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments a été célébrée ce vendredi. Déclarée par les Nations Unies, elle vise à sensibiliser l'opinion publique, détecter les risques de maladies d'origine alimentaire en vue de les traiter. Mais qu'en est-il en Guinée? Élément de réponse dans ce reportage de Bintou Touré. Consommer la nourriture sans danger est le souci de plusieurs Guinéens. Ce vendredi, l'humanité célèbre la journée internationale de la sécurité des aliments. De nos jours, la plupart des nourritures que certains citoyens consomment est moins saine. Un phénomène que plusieurs citoyens déplorent. La santé publique doit prendre ses précautions parce qu'aujourd'hui en Guinée, on peut voir beaucoup de denrées alimentaires dans la rue. Les gens se promènent sans la protection. Normalement, la santé publique doit intervenir vraiment parce que si tu entends l'être humain, c'est la santé.
et notre santé aussi, même si nous préservons notre santé, mais l'alimentation, ça on ne peut rien. Donc vraiment c'est quelque chose dont on doit intervenir. C'est seulement en Guinée qu'on peut voir ça. Je ne sais pas comment l'État doit prendre les dispositions pour sensibiliser la population afin qu'ils puissent revenir à la raison là. Moi j'accuse en tout cas l'État. Sinon, bon, nous sommes avec des femmes qui vendent des trucs, mais moi je les ai toujours, c'est-à-dire à ma propre, je vais dire, contribution, j'ai toujours invité aux femmes là de protéger les aliments qui sont en train de revenir. Les aliments non couverts sont source de maladies. Ce citoyen inquiet pour sa santé exprime son cri de cœur. Nous constatons actuellement qu'il y a beaucoup d'aliments périmés dans le marché. Et souvent, on rencontre, il y a des gens même qui falsifient les dates des produits, quoi. Donc c'est quelque chose qu'on doit beaucoup combattre. Les aliments, quand il y a les poussières sur les aliments, on ne peut pas laver. Et quand ça descend dans le ventre, c'est fini. On ne peut plus nettoyer, quoi. Donc ils doivent couvrir avant de vendre pour la santé de la population. Dans les pays développés ou en voie de développement, plusieurs personnes y meurent suite à la consommation des aliments non protégés. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et passez une bonne soirée en notre compagnie.